en même temps, on était dans une époque où on avait beaucoup de liberté. C'est-à-dire que où j'étais, je pouvais partir en vélo sans qu'ils me voient et revenir rapidement. Il y avait une confiance et en même temps, voilà. Et donc, j'avais l'impression que j'avais un grand terrain de jeu où j'étais libre en fait. Donc, j'avais des règles très strictes à la maison. Donc, il fallait que je rentre à telle heure. Sinon, une minute de retard, ça allait pas. Mais je respectais les règles et entre ces règles, il y avait un espace de jeu formidable où j'étais toujours sur mon petit vélo. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette interview spéciale au sujet de la non-dualité avec une personne que j'ai appris à découvrir lors d'un autre interview où on parlait davantage d'art. Il s'agit de Marie-Pierre Gonzalez. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Sandrine et bonjour à tous. Ouais, alors on se retrouve et on avait déjà bien sûr parlé spiritualité, mais aujourd'hui on va vraiment développer ce sujet à fond. Et une chose qui m'a vraiment marquée dans nos échanges, c'est que tu m'avais dit que tu étais née comme s'il y avait deux personnes à la fois, c'est-à-dire une qui était en éveil et l'autre qui était à moitié humaine. Est-ce que tu peux nous évoquer cela davantage? Évidemment, quand je suis née, je ne l'analysais pas, ok? C'est après coup que je l'ai analysé. Mais quand je suis née, pour moi, c'était normal de correspondre, de raisonner avec tout ce que je voyais. Donc, je parlais naturellement sans savoir qu'on ne parlait pas comme ça et j'entendais, je voyais. Et je savais que c'était une évidence pour moi que c'était un grand jeu, une illusion et que j'étais sur une planète où j'allais vivre une expérience. Je me rappelle m'être dit, j'aimerais bien connaître plus le fonctionnement physique, chimique, social, etc. de cette planète, comment vivent les humains. Et puis en même temps, j'étais un être humain comme tout le monde, et je le suis toujours comme tout le monde, avec mes interrogations, mes émotions, mes incompréhensions, mes peurs, etc. Oui, mais quand tu dis ça, tu étais toute petite pour déjà avoir de ces interrogations? Oui, mon premier souvenir, j'avais 3 ans et demi. Et à 3 ans et demi, j'ai vécu un épisode, c'est un épisode que je me rappelle. Mon père travaillait dans la construction et on habitait à ce moment-là dans une caravane. Et d'habitude, on logeait dans un terrain privé, mais là, il n'y avait pas de possibilité. Donc, on était avec beaucoup de caravanes à côté du chantier de construction. Donc maintenant, on regarderait ça, on dirait waouh, il n'y avait pas de santé sécurité parce que les enfants pouvaient aller directement sur le chantier, mais c'est comme ça que c'était. Donc 3 ans et demi, c'était il y a 54 ans presque. Et je me rappelle, à un moment donné, j'étais à côté du chantier, puis il y avait donc en France, et il y avait une petite bouteille de bière Kronenbourg, petite bouteille verte. Et là, je prends la petite bouteille dans ma main avec un gros caillou. Et là, je pose la question. J'ai dit, j'aimerais bien savoir, quand on casse la bouteille, ça s'éclate comment? Les morceaux de verre, ils vont éclater comment? Donc, j'étais dans une observation de ce phénomène physique. Et donc, j'ai cassé la petite bouteille et je me suis fait une coupure au doigt. Et là, j'ai eu miraculeusement le doigt sauvé parce que le morceau de verre a tourné autour de la jointure. Et donc, je n'ai pas perdu mon doigt. Ça a été une coupure, comment on dit, superficielle. Mais je suis rentrée en larmes chez mes parents. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je me rappelle de ce premier souvenir. Et puis ça, c'est un parmi tant d'autres parce que je faisais des expérimentations qui, humainement, des fois, n'avaient pas des fins heureuses, mais en même temps, qui n'étaient jamais graves. Et donc voilà, et je me rappelle discuter avec la vie dès 3 ans et demi. Donc oui, j'ai ce souvenir-là. Ah oui, tu devais te sentir quand même différente des enfants de ton entourage. Et comment C'est ça qui est particulier. Parce que non, ne me posez pas la question. C'est-à-dire que ça a été vraiment au fur et à mesure que j'ai grandi, que je m'interrogeais, parce qu'au début, je pensais que tout le monde était comme moi. Je pense qu'humainement, on pense toujours que tout le monde est comme soi. Enfin, je sais pas, mais moi, je me demandais pas que les autres étaient différents. En plus, à ce moment-là, mon frère n'était pas encore né, donc j'ai pas de point de repère dans la fratrie. Puis je me posais pas des questions avec mes cousins, cousines.
C'est comme si je le vivais simplement, en fait, à cet âge-là. Et ça ne te posait pas de problème, alors les règles, le cadre dans lequel il fallait évoluer en tant qu'enfant? Bah, c'est ça qui est aussi rigolo, c'est que alors que je m'étais créé des parents qui étaient extrêmement contrôlants, avec beaucoup de règles. En même temps, on était dans une époque où on avait beaucoup de liberté. C'est-à-dire que où j'étais, je pouvais partir en vélo sans qu'ils me voient et revenir rapidement. Il y avait une confiance et en même temps, voilà. Et donc, j'avais l'impression que j'avais un grand terrain de jeu où j'étais libre, en fait. Donc, j'avais des règles très strictes à la maison. Donc, il fallait que je rentre à telle heure. Sinon, une minute de retard, ça allait pas. Mais je respectais les règles et entre ces règles, il y avait un espace de jeu formidable où j'étais toujours sur mon petit vélo, où je pouvais marcher, où je pouvais découvrir et faire des bêtises qu'on appelle des bêtises humaines quand justement ça fonctionne pas. Oui, alors on voit que tu es quelqu'un de pétillant, de joyeux. Je pense que tu devais être une petite fille aussi assez amusante. Quand on t'écoute parler, tu avais un petit côté libre, comme ça, aventurière. Ben, j'avais les deux. C'est-à-dire que j'étais à la fois, ben, justement, un épisode peut-être qu'on parlera tantôt, que j'avais vécu un épisode dans mon enfance qui a fait que je suis devenue stressée et nerveuse enfant sans qu'on comprenne pourquoi et que j'ai découvert beaucoup plus tard la raison. Donc d'un côté, j'ai été traversée par l'humanité et toutes ses peurs et ça a crispé mon humain et donc j'ai vécu des angoisses comme tout le monde. Et de l'autre côté, j'avais ce côté éveillé, très pétillant, très joyeux, très spontané et très... je m'émerveillais de n'importe quoi. Oui, c'est ça. Tu t'émerveillais de n'importe quoi, sauf justement cet épisode difficile que tu as vécu et où tu as été amenée à faire un premier choix très important. Et je vais te laisser peut-être l'évoquer et tu en dis ce que tu as envie d'en dire. J'en ai jamais parlé ouvertement en détail, sauf à toi, de façon en aparté, parce que j'avais pas envie d'être comment on dit, cataloguée. Voilà, c'est ça. Avec un épisode comme ça, et en même temps, je respecte profondément les gens qui ont vécu la même chose que moi et qui pourraient se sentir heurtés par la légèreté avec laquelle je vais le raconter maintenant. Je dis bien maintenant. C'est que je fais partie des humains qui ont vécu ce qu'on appelle l'expérience de l'inceste. Moi, c'était avec mon grand-père maternel. Qui, lui, a vécu sa vie dans une grande souffrance telle que il utilisait les enfants autour de lui, que ça soit dans sa propre famille ou d'autres. Et moi, à cette époque, quand je l'ai vécu, je me rappelle mon premier souvenir, j'avais 5 ans. Donc déjà, à 5 ans, pour moi, c'était de l'ordre du naturel dans ma tête. Et ça a donc... déconstruit quelque chose à l'intérieur au niveau du rapport à l'autre, à l'adulte, à l'autorité, à l'énergie féminine, l'énergie masculine, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, etc. Et à l'âge de 10 ans, donc ça se passait tous les étés, parce que j'allais tous les étés chez mes grands-parents, et j'adorais ça en plus aussi, parce que je voyais mes cousins et cousines. Et puis mon grand-père, elle faisait partie de ces personnages vraiment dans la dualité, c'est-à-dire il y avait une partie de lui qui était fantastique, c'était un merveilleux grand-père, avec lequel on riait, on jouait, on faisait plein de choses, il nous apprenait plein de choses. Et de l'autre côté, il avait ce côté complètement, comment dire, désaxé, désaligné, et donc qui nous faisait vivre des expériences désalignées aussi. Et à l'âge de 10 ans, et là, je me dis que non, ça suffit. Je veux plus subir ça. Et là, à ce moment-là, je décide de prendre le contrôle de la situation. Alors, ça paraît vraiment très étrange pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, j'en suis parfaitement consciente. À ce moment-là, il y a quelque chose physique qui est venu comme un arrêt sur image, et à le temps qui s'est arrêté, il y a eu comme un sorte de, c'est pas une lumière vive, mais comme un truc plus lumineux. Le temps s'est arrêté, et là, j'ai vraiment entendu
est-ce que c'est quoi que tu crois? Est-ce que tu penses que l'amour est vrai ou est-ce que tu penses que c'est ce que tu es en train de vivre qui est vrai? C'est quoi que tu veux choisir? Et là, à ce moment-là, à l'intérieur de moi, ça se fait dans le silence, hein, il y a quelque chose en moi qui a dit la même chose que ce qui me faisait. On était dans l'illusion de la peur et du contrôle, on n'était pas dans l'amour et dans le respect de nos humains et de nos expériences humaines. Tout ça s'est fait dans le silence et il ne m'a plus jamais touchée. Les vacances se sont terminées, je ne l'ai plus jamais revu parce que je n'ai plus jamais voulu le revoir. Et à ce moment-là, j'ai décidé de façon consciente de toujours observer quand j'étais dans ma peur. Et à ce moment-là, avec toute comment on dit, ma vulnérabilité, mes incompréhensions, essayer du mieux que je pouvais choisir l'amour, dans ce que je comprenais de ce qu'était l'amour, parce que ça aussi, ça évolue. Et ce que tu dis est évidemment extrêmement fort. On essaie de comprendre comment une petite fille peut avoir cette capacité d'analyse et comme tu l'expliques, il y a quelque chose qui s'est manifesté. Est-ce que tu as l'impression que tu étais comme dans deux réalités distinctes, mais en même temps? C'est ça que souvent je t'ai dit en aparté, c'est que jusqu'à l'âge de 20 ans, je vivais les choses, mais sans les analyser en fait. Je les vivais. Donc quand j'ai vécu cet épisode, je l'ai juste vécu. Et comment tu t'es sentie à ce moment-là? Parce que tu dis que tu as choisi l'amour, mais bon, tu étais petite aussi pour te faire une idée de ce que c'est que l'amour. Est-ce que tu as été immédiatement dans une forme de pardon pour ce grand-père? Comment tu te sentais à ce moment-là? J'étais en paix, fait que après on a continué à faire les trucs normaux qui étaient cool. Enfin les trucs, c'est ça, les choses normales de la vie qui étaient cool. Et c'est juste qu'il m'approchait plus d'une autre façon dans la journée. Ça s'est arrêté là. Et ça, on ne s'est même pas parlé, quoi. Lui, il a stoppé toute chose qu'il faisait d'habitude. Comme ça. Et puis je sais que l'année d'après, c'est la première fois, et là c'est pareil, je ne l'ai pas analysé sur le coup, je m'en suis rendu compte après. À la fin de ces vacances, mes parents sont venus me chercher. Et là, ma mère m'a annoncé qu'elle était enceinte, donc de mon frère, qui est donc né l'année d'après. Et l'année d'après, j'ai refusé d'aller en vacances chez mes grands-parents pour la première fois de ma vie. C'est plus tard que je me suis dit que peut-être, c'est une hypothèse, j'ai voulu protéger mon frère parce que j'ai pas voulu aller là-bas. Mais ça, c'est peut-être pas vrai. C'est juste une hypothèse que j'ai dans ma tête. Et donc, l'année de mes 11 ans, c'est l'été de mes 11 ans, parce que moi, je suis née en juin, donc l'été, c'est toujours la période de mon anniversaire. J'ai pas revu mon grand-père. Et puis ensuite, on est allé au Nigeria. Et donc, à l'âge de 13 ans, de mes 12 à 13 ans, et à l'âge de 13 ans, je suis revenue en France. Et mon grand-père venait d'avoir un cancer fulgurant. Et on est rentré, on est allé au Havre, parce que c'est là que ça se passait. Et en fin de compte, il est mort avant qu'on arrive, donc je ne l'ai vraiment pas vu, quoi. Je ne l'ai vraiment jamais revu. Et à ce moment-là, c'est au moment de sa mort, en fait, que le côté en colère chez moi, le côté humain de c'est pas juste, j'ai souffert, etc., qui s'était pas exprimé jusqu'alors, consciemment en moi, a commencé à naître. Dans le sens à s'exprimer. Par exemple, j'ai pas voulu aller à son enterrement. Et puis après, petit à petit, j'ai vécu des images, j'ai revu des choses. Et là, oui, je suis rentrée dans une souffrance que mon humain avait vécue puis qui voulait exprimer maintenant. Et donc, j'ai vécu un très long accueil conscient de tout ce que j'ai vécu avec lui. Et c'est ça aussi, c'est grâce à ça aussi, c'est ça qui est fou de dire ça. C'est pour ça que le but n'est pas de heurter les gens qui sont encore dans cette souffrance-là, ok? Mais c'est grâce à ça que je me suis ouverte à l'accueil conscient, enfin ce que moi j'appelle l'accueil conscient, c'est-à-dire être dans un pardon de quelque chose que l'on a quand même expérimenté ensemble. Si on m'avait dit ça avant, j'aurais fait, mais c'est violent ce que tu dis là. Moi, j'ai rien demandé. Et j'étais en plus une enfant. Déjà, même quand ça t'arrive adulte, tu ressens que t'as rien demandé. Mais en plus, quand t'es enfant, ça n'a pas de sens. Lorsque l'on continue à souffrir, parce que j'ai souffert pendant des années par rapport à cet épisode, dès qu'il a voulu s'exprimer.
Mais ce qui est fou, c'est que à un moment donné, quand vraiment j'ai été de plus en plus dans mon amour de moi-même, ben, à un moment donné, j'ai réalisé que je ressentais plus de souffrance. La souffrance, parce que c'était un épisode qui était terminé depuis très longtemps. Quand ça me faisait ressouffrir, c'était parce que j'étais en colère de ce qui était arrivé, parce que j'étais pas d'accord avec ce qui était arrivé. Mais à un moment donné, quand j'ai dit, OK, je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais je veux juste m'aimer et être en amour avec ce personnage que j'appelle mon grand-père, ce qui ne veut pas dire que ce qu'il a fait était de l'amour, mais je veux être en amour avec ça. Ma conclusion, c'est que après, je suis devenue en paix. Ce qui ne veut pas dire que je suis en train de dire que ce qu'il a fait était un acte d'amour. Je suis juste en train de dire que, à un moment donné, j'ai réalisé, puis cette phrase ne vient pas du tout de moi, mais je l'aime beaucoup. J'ai réalisé que l'important n'était pas de tout comprendre, l'important n'était pas d'avoir raison, l'important n'était pas de brandir le bras de la justice ou de la vengeance. L'important était que, pour moi en tout cas, c'était d'être en paix. Plus j'ai réalisé que j'étais déjà paisible en fait, que quand je n'étais pas en paix, c'est quand je me tricotais des histoires de c'est juste, c'est pas juste, ça aurait pas dû, ça aurait dû. Et lorsqu'à un moment donné, j'étais juste dans OK, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je peux faire pour juste ressentir de plus en plus l'amour que je suis et la paix que je suis et le vivre dans mon quotidien. J'ai réalisé que quand j'étais énervée, attristée, en colère, dépressive, tout ce qu'on veut, c'était parce que j'avais envie de mettre un sens particulier à ce que j'avais vécu. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu parles du fait d'accueillir les choses. Et ça, c'est très très important. C'est qu'est-ce qu'on fait avec nos douleurs et avec nos souffrances. Et là, tu viens de dire, voilà, si je leur donne du poids, si je donne du poids à mes pensées, à mes émotions, ben, elles continuent à me faire souffrir. Si par contre je les accueille, le fait de les accueillir et de me permettre de les ressentir, à un moment donné, elles vont se dissoudre. Et quand elles s'en vont, qu'est-ce qui reste? Eh bien, c'est la paix de l'être que nous sommes. Et c'est ce qui peut ressurgir, c'est ce qui peut émerger, c'est ce qui peut être là quand tout le reste disparaît. Oui, puis après, on en fait quelque chose dans le quotidien. Moi, par exemple, j'agis différemment avec les enfants maintenant parce que j'ai vécu ça. Avant même qu'on parle du respect du corps des enfants, j'étais déjà dans une démarche de respecter le corps des enfants. Pour moi, c'était évident, avant même que ça devienne une mode, qu'il y a une différence entre apprendre le côté social de dire bonjour, dire au revoir, dire merci avec le sens qu'il y a derrière, et de la façon dont on dit bonjour, dont on dit merci. On n'est pas obligé de se toucher, on n'est pas obligé de s'embrasser, on n'est pas obligé de faire ci, on n'est pas obligé de faire ça. De même que pour moi, si un enfant veut me vouvoyer, je vais le vouvoyer. Si je lui demande si on peut se tutoyer. Après, il y a eu plein de choses que du coup a fait que ça a changé ma relation aussi avec les enfants, parce que je me rappelais de l'intelligence que j'avais, même enfant, et que du coup tous les enfants ont cette intelligence-là. C'est pas parce qu'ils comprennent pas tout qu'ils n'ont pas eux-mêmes des compréhensions et le droit au même respect. Et donc, c'est là où c'est difficile en tant qu'adulte, c'est quoi que je vais quand même être plus directif avec cet enfant et en même temps être complètement en respect avec ce qu'il est, physiquement, émotionnellement, mentalement. Et c'est vrai que cette conscience-là, je l'ai eue parce que moi-même, j'ai ressenti la violence enfant. De même que toutes les personnes de ma famille qu'après coup, j'ai appris qu'elles l'avaient vécu, on ne l'a pas vécu de la même façon. On a vécu la violence et on n'en a pas déduit les mêmes choses. Moi, par exemple, ça a été la violence morale qui a été la plus difficile pour moi. C'est-à-dire le contrôle mental qui a été... Et en même temps, quand je vois maintenant ce que je fais et qui est devenu ma force, c'est justement de repérer lorsque je suis en contrôle
et que je veux que les autres fassent comme j'ai envie. Et du coup, je le repère tellement de plus en plus vite qu'une des choses qu'on apprécie, c'est que justement, je vais développer une relation égalitaire, on va dire, c'est-à-dire où je vais repérer quand moi je suis ah ben mince, ça m'appartient, ça t'appartient pas. Et ça, on le développe dans le milieu familial, professionnel, etc. Mais j'ai envie d'en parler comme je le vis vraiment, quoi. Oui, c'est ça. On pourrait penser qu'un épisode aussi douloureux, finalement, ça aurait pu t'isoler du monde, mais ce qu'on entend dans ton message, c'est que c'est le contraire. Tu as développé un profond respect, une profonde compréhension aussi des enfants, et finalement, tes relations humaines, elles sont beaucoup plus profondes que ce que ça aurait pu être. Oui, parce que j'ai choisi l'amour, ce fameux jour de mes 10 ans. Ça me rend heureuse de penser ça. Ça me rend heureuse de penser que je suis amour et qu'on est tous amour et qu'on vit une grande pièce de théâtre. Ça me rend heureuse. Fait que tant que ça me rendra heureuse, je continuerai à le penser. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui était en amour avec lui ou avec elle et qui était dans une violence envers l'autre. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et moi-même, dès que je suis en amour avec moi, dans également tout ce qu'on pourrait parler d'imperfection humaine, mais voilà, c'est vrai, j'ai fait ça, ou c'est vrai. Mais avec cette dimension-là de responsabilité, mais sans culpabilité. Ben là, j'étais très, 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 très en amour avec les autres. Je pouvais observer sans juger. C'est pas tout le temps comme ça, hein. Ah, bah écoute, c'est notre chemin à tous, hein. Et tu as continué ton petit bonhomme de chemin jusqu'à tes 20 ans où il s'est passé autre chose. Et ça, donc là, mon frère, entre-temps, était né. On a 11 ans de différence, mais nos parents et lui-même sont partis au Québec, au Canada. Et moi, j'avais envie de rester en France. Et j'étais à l'université en sciences économiques. Je rencontre une dame qui a 81 ans, qui s'appelle Yvonne, mais qu'on appelle tous Toon. Donc je dis toujours en rigolant que j'étais prédestinée à aller au Québec par la suite parce que Toon, c'est un mot québécois qui veut dire chanson. Que toi qui adores l'art, c'est comme moi, c'est bien. Donc on l'appelait son petit nom Toon. Et moi, donc j'avais 20 ans. Et j'ai rencontré par le biais d'amis communs cette dame. Et c'est cette dame qui m'a expliqué ce que j'étais en train de vivre. C'est là que j'ai réalisé par la suite, c'est que jusqu'à mes 20 ans, avec une légère ouverture à 15 ans au niveau plutôt du ressenti, mais pas au niveau de l'intuition, on va dire. C'était comme si j'étais alignée tout le temps. Et j'avais appris aussi à être alignée grâce aux arts martiaux sans me rendre compte. C'est-à-dire être dans mon centre et dans un espace de non-jugement. Et donc, quand je parlais avec la vie, c'était toujours plein d'amour. C'était toujours plein d'amour pour moi, pour les autres, c'était toujours plein d'amour. Et à l'âge de 20 ans, c'est comme si j'avais toutes les radios ouvertes. J'avais pas juste la radio de l'amour, j'avais la radio de toutes les peurs inimaginables. Et donc, il fallait que consciemment, cette fois-ci, je me ramène sur la fréquence de la radio de l'amour, si je dois donner une image. Et ce que je faisais inconsciemment avant, il fallait que je le fasse maintenant consciemment. C'est-à-dire que je repère quand, là, je suis dans ma peur, je me ramène. Et donc, Toon m'a appris à faire ça. Elle m'a dit 2 choses. La première, c'était de toujours se ramener, parce que si on ne se ramène pas à cet espace où on ressent l'amour que l'on est et que sont les autres, ben à ce moment-là, ce que l'on pressent, qu'on parle d'intuition, ok, ben ça va toujours être détourné en fait, parce que ça va être issu de la peur. Et la deuxième chose qu'elle me disait toujours, c'était: est-ce que vous avez trouvé un travail? Parce qu'elle pressentait que j'avais besoin d'être groundée, j'avais besoin d'être encore plus besoin d'être dans le monde, dans les entreprises, vivre une vie complètement matérielle et pratico-pratique. Et ceci dit, est-ce que ton rapport au temps et à l'espace a été modifié avec cette expérience? Et tout ce que tu avais déjà vécu d'autre d'ailleurs. Oui, parce qu'à ce moment-là, lorsque l'on apprend à repérer quand on est dans le jugement, et donc on n'est pas dans cet espace d'alignement,
et qu'après on apprend à l'être, ben, on peut jouer aussi sur l'espace et le temps. Par exemple, le temps, si l'on croit que le temps est figé, qu'il existe vraiment un passé, un présent et un futur, on vit une certaine réalité du temps. Et puis, si à un moment donné, on réalise qu'il n'existe que le temps présent et que le futur et le passé sont dans nos têtes, sont des constructions d'histoire que l'on se fait, et de souvenirs que l'on peut se retricoter ou de futurs que l'on a envie de tricoter, non seulement le temps reste figé, une heure c'est une heure, mais en plus il peut être angoissant. Mais lorsqu'on est dans l'instant présent, le temps peut se rallonger, peut se raccourcir, et il est toujours très paisible. Alors quand je dis raccourcir, rallonger, c'est que j'ai déjà vécu, je m'amuse des fois quand j'ai des projets où je me dis je ne vais pas avoir le temps. On peut à un moment donné être tellement dans l'instant présent qu'il y a quelque chose qui se met en place de l'ordre de la créativité, de l'aide, de je ne sais pas quoi, qui fait qu'à un moment donné, les choses se font dans un temps record, ou des fois tu vis un temps qui peut paraître long et dès que tu es dans l'instant présent, il n'y a plus de long ou pas long, il y a juste le plaisir d'être dans le temps. On peut jouer de 1000 façons différentes avec le temps. Et toi, aujourd'hui, tu proposes un programme que j'ai mis comme titre d'ailleurs sur la vignette parce que c'est très joli. Est-ce que tu peux nous parler du Tout réuni? Alors, le Tout réuni, c'est un art de vivre, c'est une façon de voir la vie. Et l'hypothèse de départ, c'est j'imagine qu'en vérité, toi et moi, on est amour, et tous, on est amour, et on vient vivre des belles expériences humaines. Derrière le Tout réuni, on imagine aussi qu'en vérité, il n'y a pas de séparation entre les uns et les autres, et que quelque part, on est tous interconnectés et on fait tous de notre mieux. Si je devais résumer le Tout réuni comme ça. Et qu'est-ce que tu proposes alors avec ce Tout réuni? C'est un programme, c'est un livre, c'est quoi? Donc en plus d'être un site web, je propose différentes choses qui est axé autour de ce que j'ai appelé la méthode du Tout réuni. Je ne savais pas trop comment l'appeler, fait que ça c'est très basique. Et cette méthode, c'est donc une méthode comme la tienne de non-dualité. Mais moi, j'aime bien l'amener par un axe, par un prisme que j'appelle le leadership. Donc, je suis passionnée de tout ce qui est business. Je suis passionnée de beaucoup de choses, en fait. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est pour moi, être un leader, c'est être soi-même. Je pense que tout le monde peut exprimer un leadership dans n'importe quelle sphère de sa vie. Et ce qui m'intéresse, c'est comment on peut marier l'intuition et la stratégie pour pouvoir vivre un leadership où l'on se sent apaisé et qui permette à chacun de vivre le leur de la même façon. Ça veut dire que tu t'adresses à des particuliers ou bien plutôt à des personnes qui sont en entreprise? Les deux. Ah. C'est-à-dire que pour moi, ça peut être, c'est adressé à des entrepreneurs, c'est adressé à des gens qui peuvent avoir des rôles de manager, mais c'est adressé à n'importe quelle personne qui à un moment donné a envie de créer, que ce soit des projets de vie, ou comment on exprime son leadership en tant que mère, en tant que père, en tant que dans son couple. C'est-à-dire comment on arrive à être soi-même, à oser dire sa vérité, à oser l'entendre de l'autre, et à se sentir à sa place, en fait, à chaque instant, sans contrôle, dans le sens, ce flot de la vie dans lequel on se sent à la fois puissant et fort, et en même temps vulnérable, et où à la fois on est toujours en train d'être aligné avec ses oui et ses non, mais en même temps on sent qu'il y a comme un mouvement de la vie, on n'est pas obligé d'y croire, hein, mais en tout cas c'est ma croyance, il y a un mouvement de la vie qui fait que quand on se laisse porter, c'est toujours extrêmement... à la fin,
on se dit, waouh, c'était vraiment une superbe expérience, même si au début, je pensais pas que ça allait bien finir. Qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre C'est quoi ton message, en fait, à travers tout ce que tu exprimes? Mon message derrière, c'est que, par exemple, quand on est dans le quotidien, quand on est pris dans le quotidien, hein, tu es dans ta voiture, tu es dans le trafic, il faut que tu arrives au travail, ou tu es entrepreneur et tu te demandes comment tu vas survivre dans un monde chaotique avec des concurrents. Euh, Là, t'es en couple et tu te dis, OK, mais comment faire pour pouvoir vivre mon individualité et en même temps vivre mon couple, comment me faire entendre et en même temps, et puis chacun dit la même chose. Si t'es parent, tu te dis, mais comment je fais pour vivre ma vie de femme, ma vie d'homme, ma vie de couple et en même temps, comment je fais avec ces enfants qui, je sens, sont à la fois des êtres à part de moi, mais en même temps, je suis responsable de leur éducation. On se pose tous la question du leadership quelque part, quoi. Et en même temps, la façon dont on nous l'a appris jusqu'à maintenant, c'est qu'on nous a appris que, OK, aie des objectifs dans la vie, sois volontaire et fais les choses. Et on nous a expliqué ce que c'était des réussites ou ce que c'était des échecs. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que ça n'existe pas l'échec et la réussite, quoi. Parce que j'ai réalisé qu'il y a des fois où je vivais des choses qui pouvaient être apparentées comme un échec, et puis en fin de compte, avec du recul, ou même des fois carrément pendant que je le vivais, j'étais bien avec ça. Que quand j'étais pas bien, c'était quand j'avais peur du regard des autres. Mais que moi, si j'avais pas le regard des autres, j'appelais ni ça une réussite ou un échec, j'appelais ça juste une belle aventure. Mais que dès que j'avais peur du regard des autres, du regard de mon père, de ma mère, de mes amis, de mon employeur, peu importe, de la société, ben c'est là où j'interprétais tout ce que je vivais. Et dès que j'interprétais tout ce que je vivais, ben si j'interprétais ça comme un échec, ben j'avais peur, j'avais honte, j'avais peur de le refaire, j'avais peur de le continuer. Et si je l'interprétais comme une réussite, ben là, je me pétais les bretelles, et puis je pouvais même pouvoir être très orgueilleuse et pas comprendre pourquoi les autres les faisaient pas, ou j'avais peur que ça recommence plus la prochaine fois et que je me plante la prochaine fois. Donc il y avait ce côté de la performance comme on l'emploie en français, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la différence du terme performer en anglais, qui est exprimer son art. Et alors que performer en français, c'est répondre à une attente et voire même plus que l'excellence, quoi. C'est-à-dire prouver sa valeur. Et je me suis rendu compte que moi, j'adorais l'excellence. Mais pour moi, l'excellence, ça voulait dire que je ressentais cette envie d'en apprendre plus, de encore mieux utiliser mon physique, mon émotionnel, mon mental, cette machine humaine, d'être capable de faire des choses en sport, à l'école, etc. Mais que dès que je voulais correspondre à des attentes des autres, ben, je pouvais passer des grands moments de joie lorsque ils me félicitaient et des grands moments de déprime lorsque j'atteignais pas ce que je pensais qu'on voulait de moi. Et j'ai remarqué que ça faisait ça à tout le monde. Et que la société était basée là-dessus, en fait. Peut-être qu'il n'y a rien à réussir en particulier. Peut-être qu'il y a juste à vivre les aventures que l'on ressent de vivre. Et que peut-être qu'on n'a rien à craindre, en fait. Et que peut-être on n'a absolument aucun combat à vivre. Peut-être qu'il n'y a pas de méchants et qu'il n'y a pas de gentils. Peut-être qu'il y a un espace où lorsqu'on croit à l'amour et que lorsque l'on croit justement à cette fluidité-là et à cette aventure-là humaine, ben, peut-être que dès qu'on y croit, on va voir que notre réalité change. À l'intérieur de nous, déjà, qu'on va ressentir plus d'amour et plus de paix, et que nos intuitions que l'on va ressentir, on va oser petit à petit les mettre en œuvre. Et peut-être qu'on va constater, parce que c'est une expérience à vivre, on peut en parler 107 ans, si on ne le vit pas, ça ne sert à rien. On va réaliser que, waouh,
Là où avant, je vivais du chaos ou de l'appréhension ou que je voulais contrôler parce que je pensais que tant que je faisais pas ça, il n'y a rien qui allait avancer, ben, il y a quelque chose de nouveau qui s'est mis en place. Et ce quelque chose de nouveau, c'est ce que moi j'appelle être dans le flow. Et c'est là où on réalise que tous les aléas de la vie sont juste une opportunité de se comprendre encore mieux humainement et de réaliser encore plus que il y a que de l'amour en fait. Merci pour ton partage. Alors, je vous encourage donc à passer du chaos à la paix, d'aller dans le flow. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.